Amis expatriés, bonjour. Je suis donc ravie de vous retrouver aujourd'hui, ravie et en même temps assez émue parce que c'est pour un sujet euh, pas que évident que nous nous retrouvons aujourd'hui et c'est pour un sujet dont je suis heureuse de vous montrer que il permet pour les coachs de vous montrer encore les outils qui vont être utiles dans vraiment les choses les plus évidentes de votre vie et en même temps sans triche, sans rien d'artificiel, parce que les coachs qui vont vous présenter leurs outils et voir avec vous comment améliorer les relations avec vos enfants à distance sont elles aussi des mamans, elles aussi des femmes qui ont des enfants loin, et pour qui ça n'est pas plus facile que pour nous. Donc on va parler en vérité de ce qu'il y a de beau dans cette relation avec nos enfants qui font leurs premières armes à l'étranger dans une année très spéciale, et puis aussi de ce que ça a de difficile. Et je vous assure que c'est pas parce qu'on est coach qu'on n'a pas de difficultés, on a juste peut-être plus d'outils pour y faire face. Et c'est ça que Sixtine Gontier et Peggy Velasquez vont nous présenter aujourd'hui. Peggy et Sixtine, bonjour. Bonjour Alex. Bonjour Alix. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes pour Sixtine à San Francisco en Californie, pour Peggy à Bogota en Colombie. Vous êtes toutes les deux membres de l'Expat Coach Academy d'Expat Communication, c'est-à-dire que vous êtes dans votre coaching spécialisé dans l'accompagnement des expatriés, vous avez des formations pour ça, etc. Vous êtes toutes les deux mamans, je disais, donc de 4 enfants pour Sixtine, de 2 pour Peggy, avec beaucoup de garçons dans tout ça. Sixtine, tu vois tout le temps des ados, puisque en plus d'être coach carrière pour les parents, tu es aussi coach scolaire et coach d'orientation. Et Peggy, toi, tu vois des enfants parce que tu es aussi coach de motivation pour les adolescents. Avec tout ça, vous avez donc votre expérience, des outils, une pratique récente de cet accompagnement, parce que on le disait, ça n'est pas une année comme les autres. Pour accompagner nos loulous, ils sont tous confrontés à des cours à distance, à des confinements plus ou moins stricts, en tout cas à une privation de beaucoup de ce qui faisait les joies d'habitude de la vie étudiante. On n'a jamais connu ce qu'ils ont vécu là. Et on est inquiet, on porte nos propres inquiétudes pour eux, mais aussi pour nous et pour plein d'autres choses. Donc tout ça ne facilite pas forcément la relation. Vous qui nous écoutez, des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le fil de cette discussion. Soit on y répondra en direct, soit si jamais on voit que c'est pas tout à fait dans le bon moment, on les reposera à la fin. Et il y en a déjà un certain nombre qui ont posé des questions. Si jamais à la fin on n'a pas répondu à vos sujets, je rappellerai vos questions si vous ne le faites pas vous-même. Et c'est parti, mesdames. J'ai une première question. Imaginons que je prends mon téléphone là maintenant pour appeler mon fils en première année à l'étranger. Je sais qu'il va pas très bien, que son estime de lui est pas top. Alors, moi, ce que je ferais naturellement, c'est je me prépare, je me dis allez mon petit chat, ça va aller, et je me mets en mode je vais te trouver des solutions et ça va aller quoi. Est-ce que c'est la bonne attitude, mesdames, pour déjà se mettre en condition? Alors Alix, comme tu le disais, hein, c'est une année un petit peu particulière. Merci de poser cette question. Là encore aujourd'hui, comme vous disiez Alix, nous on va donner un petit peu notre ressenti et on va essayer de vous donner quelques pistes. On n'a pas forcément la recette miracle, mais en tout cas déjà. Quelles sont les étapes pour essayer de garder le contact? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir des jeunes pour qui c'est difficile. Donc, pour tout le monde, c'est difficile. Hein, je crois que vraiment c'est difficile, mais il y a pas mal d'études et d'enquêtes qui sortent un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière et ils ont enregistré, enfin ils ont interviewé de nombreux jeunes, des milliers de jeunes, et c'était un petit peu les 100 trucs que l'on fait pour rester motivé, dynamique, positif, etc. Donc ils ont partagé pas mal de choses. Donc pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Je dirais pour ceux qui ont déjà un entourage, qui sont peut-être en 2e, 3e, 4e année d'études, pour eux,
bon, bah, peut-être qu'ils connaissent déjà les codes de l'école, même s'ils ont été confinés, ben, ils ont des copains, ils connaissent peut-être des profs, ils savent comment ça fonctionne. Donc, pour eux, voilà, ça va être un petit peu moins compliqué, même si c'est déjà c'est pas toujours facile. Ils ont un sentiment d'appartenance, ils ont peut-être des projets, ils ont une visibilité dans leurs études qui est peut-être un petit peu plus simple. D'autres, on peut dire les premières années, pour eux, c'est pas très simple. C'est vraiment pas simple pour eux parce que ils n'ont pas tout ça. Hein, ils n'ont pas ce côté tribu, ce côté faire partie d'une école, etc. Ils vont se sentir beaucoup plus isolés. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de se faire un réseau. Ils sont peut-être en plus arrivés dans un nouveau pays. Donc, soit ils sont rentrés en France alors que leur famille est restée à l'étranger, soit ils sont partis ailleurs. Donc, c'est pas très simple pour eux. Et eux, ils vont plus facilement s'enfermer et s'isoler. Alors, pour ceux qui donnent pas beaucoup de nouvelles, on en a un petit peu parlé dans l'article. Hein, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. On a sorti un article la semaine dernière sur ce sujet. La première chose, déjà, pour garder le contact, il faut pas trop donner de conseils. Et il faut déjà les écouter. Il faut qu'ils se sentent entendus et compris. Il faut que nous, on n'a pas vécu cette situation. En tout cas, ma génération, on n'a pas vécu cette situation. Alors, il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Oui, bon, quand même, c'était pas la guerre. La génération du dessus, elle va dire, c'est bon, on relativise, c'était pas la guerre quand même. Ok, mais il faut quand même reconnaître que cette situation est pas si facile que ça. Donc, voilà, on n'a pas été privé comme d'études. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sixtine, et je voudrais juste rajouter peut-être un petit. Moi, je dirais que je pense qu'ils ont besoin d'être écoutés, mais dans leur globalité. Parce que c'est vrai, quand on est à l'étranger, on a tendance à privilégier WhatsApp, en tout cas c'est dans notre cas, pour communiquer. Et souvent, les connexions sont pas très bonnes, donc ça coupe, ça repart. Et du coup, nous, en tant que parents, on aurait tendance à se concentrer sur aller straight to the point, comment s'est passé ton dernier partiel, comment ça va les notes, etc. En oubliant un petit peu de parler de leur quotidien, comment tu t'organises, comment tu mets les choses en place, comment tu restes aussi motivé dans cette période difficile. Donc vraiment, nous en tant que parents, reconnaître aussi que c'est dur. C'est dur et d'accepter que chaque étudiant a une manière un petit peu différente de faire face à cette situation, comme tu le disais très justement, Sixtine, qui est un peu compliquée. Certains vont se mettre à jouer aux jeux vidéo, d'autres vont faire des activités, se trouver des hobbies, d'autres organiser des fêtes, comme c'est le cas de mon fils, et braver le confinement. Donc, être là aussi pour écouter ces choses-là et leur dire, OK, bon, si tu es pris et que tu payes une amende, je ne la payerai pas, mais je comprends et j'entends. En fait, grâce à ça, ça va leur donner vraiment l'impression d'être soutenus, voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation difficile, de relativiser un peu cette situation et de voir les côtés positifs. Et surtout, ça va créer du lien. Parce que si on est tout le temps focus sur les côtés négatifs sans se mettre un petit peu à leur place, ils auraient tendance à éviter de nous appeler, en fait. Donc, je pense que, voilà, comme le dit Sixtine, une écoute globale sur tous les points de vue. Alors, une écoute, c'est bien. Les coachs vous disent toujours faut écouter. Mais déjà, écouter quand on est face à face, c'est pas évident. Mais quand en plus on est loin, avec cet être un peu versatile et imprévisible qui est un grand ado, et qu'il a décidé qu'il ne nous écouterait pas, voilà, enfin on a tous eu, finalement je ne réponds plus au téléphone, je sais qu'il a vu mes WhatsApp mais il me répond pas. Dans ce cas-là, moi l'angoisse fait très très vite. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce que vous avez des fins? Je vous demande pas la lune, mais est-ce que vous avez des bonnes idées pour nous aider dans ces situations-là qu'on a tous rencontrées? Alors, moi j'ai l'exemple très très clair de mon second qui est en France. Quand il partait avant, pendant une semaine, il m'appelait tous les 2 jours. Et là, tout d'un coup, plus de son, plus d'image, plus d'appels. Alors, il prend, quand il le veut, mes coups de téléphone. Donc, ça s'est vraiment espacé. Au début, je paniquais. Et je me disais, c'est qu'il doit se sentir très seul, il doit être isolé, il doit déprimé dans son coin. Et en fait, je me suis rendu compte que
il avait finalement il avait pris son rythme, que finalement c'est aussi sa façon, je pense, de prendre son autonomie, d'espacer un petit peu les appels. Ça veut pas forcément dire qu'il le vit mal. Plutôt quand on arrive à s'appeler, finalement il a trouvé son rythme entre le boulot qu'il a à faire. Lui, il est à l'école 42, donc il est c'est encore plus isolé parce qu'il est chez lui dans sa chambre et il fait ses projets à distance. Voilà. Donc il a pris son rythme, il fait un petit peu de sport, il sort un petit peu, il va voir quelques copains, il a des amis et de la famille autour, donc il est pas si isolé que ça. Donc déjà, faire un constat et ne pas se dire, en fait, on fait souvent des suppositions. On va supposer à la place de notre jeune. Donc déjà, être bien clair que c'est parfois, il y a des jeunes qui ont besoin de prendre un peu de distance, qui ont besoin de prendre leur autonomie, et ça leur fait du bien. Et puis il y en a d'autres où on sent qu'il y a un vrai, là on n'arrive pas du tout à avoir d'infos. Il répond pas à nos appels, il répond pas à nos messages, et donc là il faut trouver le juste milieu entre, est-ce que je m'inquiète parce que finalement il est complètement isolé, il est tout seul, il fait plus rien et ça devient un petit peu inquiétant, ou est-ce que je le laisse un petit peu prendre cette autonomie qu'il peut-être dont il a besoin. Alors ça, voilà, souvent les enfants expatriés, quand ils partent soit ils rentrent en France, soit ils vont dans une autre ville ou dans un autre pays, souvent il y a quand même un petit peu de famille, il y a quand même un petit peu d'amis, c'est des établissements où il y a des encadrements, donc il peut y avoir peut-être un petit peu d'aide à ce niveau-là. Peggy? Oui, tout à fait. Je vais partager mon expérience personnelle. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'infos ou qu'on se rend compte que nos enfants évitent certains sujets ou évitent de prendre nos appels, je pense qu'il est primordial d'aller à la pêche à l'info, mais en le prévenant, en disant, voilà, si c'est le cas, par exemple, si tu ne me donnes pas des notes, je vais aller les chercher, soit en parlant à ton tuteur, à ton établissement. Je vais prendre des infos auprès de tes copains. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois certains, en fait, d'obtenir l'information on va dire par la bande, permet aussi pour certains qui n'osent pas dire les choses, et notamment quand c'est le cas d'un décrochage scolaire ou de mauvaises notes, le fait qu'on l'apprenne par quelqu'un d'autre, ça nous permet à nous, en tant que parents, de passer le moment, je suis hors de moi, non mais c'est pas possible, etc. Et ensuite de pouvoir digérer la chose et d'aborder les choses différemment avec nos jeunes. Donc, aller à la pêche à l'info, c'est aussi une façon peut-être d'apaiser la relation en disant, ok, d'accord, maintenant je comprends pourquoi il fuit mes appels, je comprends, parce que c'est vrai, pour certains, quand les parents payent une école à 10 000 euros, les enfants, par peur de décevoir, préfèrent cacher les choses plutôt que de les dire. Et donc, en ayant l'info par la bande, ça permet en fait, nous, en tant que parents, de comprendre la situation et d'apaiser notre relation et de présenter en fait les choses un petit peu différemment, d'envoyer des messages différents à nos enfants, ce qui nous permet de reprendre contact. Mais surtout, quand vraiment il n'y a plus d'infos, ne restez pas sans nouvelles. Oui, parce que si vraiment ça bloque, il y a bien un moment, il faut réagir, quoi. Donc là… Ouais, et c'est là où j'ai envie de rebondir. Il y a des possibilités quand vraiment ça bloque et que vous êtes vraiment très inquiet, parce qu'il y a un moment donné où on peut quand même être dans cette situation où on est très inquiet. Déjà commencer par faire intervenir les personnes qui sont sur place et qui pourraient éventuellement faire quelque chose. Donc que ce soit l'établissement si le jeune est assez encadré, comme je le disais, la famille, les amis, etc. Et puis si vraiment il n'y a rien qui marche, essayez de voir avec lui. Ça, c'est aussi un tout petit contact, mais déjà, il y a des possibilités pour aller en France, pour aller dans le pays où il est. Il faut essayer de regarder avec son consulat, avec son ambassade. Aujourd'hui, c'est raison impérieuse pour rentrer en France, par exemple, si le jeune est en France. Voir comment est-ce qu'on peut faire. Si c'est pas possible de rentrer en France, soit le faire venir, ça peut être, ou alors le faire venir chez vous, si c'est possible, ou alors le faire venir dans un endroit neutre. On a beaucoup d'amis, nous, à San Francisco cette année, qui, à Noël, par exemple, ont décidé de se retrouver dans un pays où chacun pouvait aller et passer des vacances. Alors,
ça peut être une solution aussi. Si on a besoin d'avoir une vraie conversation, bon, c'est pas toujours simple, hein, je dis pas que c'est simple, mais il peut y avoir quand même un petit peu des portes qu'on peut enfoncer. Ça, c'est vraiment au dernier recours. Si vous avez besoin, soit vous retrouvez ensemble dans un endroit neutre et on va discuter ensemble. Parce que ce sont des discussions importantes qu'il faut peut-être avoir, que ce soit, on en parlera peut-être après, mais que ce soit une réorientation ou quelque chose. Mais il y a parfois des moments où il faut avoir une conversation face à face. Comme le disait Peggy tout à l'heure, par WhatsApp interposé, c'est très compliqué. Quand on a 9 heures d'écart avec la France, c'est pareil, il y a des gros écarts, donc c'est pas toujours simple. Si on reste dans les situations difficiles, après c'est promis, hein, on ira vers des choses plus légères parce que tous les enfants vont pas hyper mal, mais quand même, les gros stress pour les parents cette année, c'est celui qui répond plus. Il y a celui qui décroche aussi, celui qui en peut plus des cours à distance, qui n'y arrive pas. Qu'est-ce que, là encore, sans baguette magique, au-delà de notre frustration immédiate, comment est-ce qu'on peut l'aider si jamais on sent que vraiment il est en train de perdre pied? Je dirais d'ailleurs, d'abord, en tant que parent, soyez un peu rassurés. Il y a une étude qui a été faite par la Fédération française des étudiants francophones et qui montre 60% des étudiants aujourd'hui se disent en décrochage scolaire. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas ont l'impression que c'est difficile compte tenu de la distance. Et c'est vrai qu'on peut différencier. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui décrochent de façon passagère. Et c'est vrai qu'au second semestre, au second trimestre, c'est vraiment un moment où en général il y a une petite fluctuation des notes et ça peut parfois se passer. Et là, se dire, bon, si c'est un décrochage passager, c'est en général des étudiants qui ont fait un bon choix d'orientation, mais qui rencontrent une difficulté face au cours à distance, face au fait que c'est pas facile de se motiver de travailler tout seul. Donc là, je dirais pas vraiment d'inquiétude. À nous, en tant que parents, de les rassurer, leur dire, écoute, voilà, raconte-moi qu'est-ce qui va pas, quelles sont les matières qui sont difficiles, est-ce qu'il y a un soutien scolaire disponible dans ton établissement. Sinon, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour t'aider? Est-ce que tu aurais besoin d'un cours de maths, d'un cours de finance, etc. Donc, voilà. Essayez de les remotiver pour leur dire que les coups de mousse, ça arrive, mais que tout n'est pas perdu. Après, il y a l'autre cas de figure où c'est des étudiants où on se rend compte que, en fait, ils n'arrivent pas à se motiver parce que l'orientation n'était peut-être pas bonne, ça leur plaît pas, c'est trop technique, pas assez pratique. Et du coup, là, il y a différentes possibilités possibles pour ceux qui ont vraiment décroché, qui ne sont pas contents de leur orientation, mais qui quand même arrivent à valider leur année. Tout n'est pas perdu, hein, c'est pas bien grave. Ils peuvent choisir une autre école et rentrer en deuxième année. Ça peut se faire de différentes façons en fonction de l'école. Ça peut se faire soit sur dossier, soit en passant des concours passerelles. Donc là, il faut vraiment appeler les écoles pour se renseigner. Après, pour ceux qui décrochent et qui souhaitent se réorienter, il est grand temps d'y réfléchir, hein, parce que Parcoursup, rentrer ses vœux sur Parcoursup, c'est jusqu'au 11 mars inclus, hein, je crois, oui, c'est ça. 11 mars inclus. Donc, il faut commencer à y réfléchir. Après, les autres options, il y a beaucoup aussi de possibilités pour se réorienter hors Parcoursup. Hein. Il y a de nombreuses écoles qui ont fait le choix stratégique de ne pas s'inscrire sur Parcoursup et qui sont des écoles de bon niveau. Donc, commencer à réfléchir avec eux quelle école tu pourrais envisager et envoyer un dossier d'inscription. Il y a aussi une possibilité de, OK, peut-être que tu as besoin, tu n'y arrives pas parce que ton niveau de langue n'est pas assez élevé, donc pourquoi pas partir à l'étranger, dans un autre pays pour poursuivre des études, ou tout simplement, OK, c'était dur cette année, c'était le confinement, les cours à distance, est-ce que tu peux éventuellement redoubler? Donc, mais pour ceux qui ont vraiment décroché, je pense que le primordial, c'est que nous, parents, soyons force de proposition et surtout s'accorder le temps de la réflexion. C'est vrai que Parcoursup met un petit peu un timing un peu serré par rapport à ceux qui s'en rendent compte aujourd'hui, mais vraiment, il n'y a pas que ça. Et pour éviter justement que ça se repasse l'année prochaine, prendre le temps avec nos jeunes d'y réfléchir, donc essayer de comprendre ce qui a marché pour ceux qui
enfin, pour ceux qui ont décroché, ce qui n'a pas marché, ce qu'ils n'ont pas aimé, pour essayer de vraiment se focaliser sur ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, et se focaliser sur l'année prochaine. Et c'est vrai qu'en tant que parent, hein, et moi la première, hein, c'est pas facile d'aider nos jeunes à se réorienter. Donc c'est là où des experts comme Sixtine interviennent, ne pas hésiter en tant que parent à consulter une coach spécialisée en orientation scolaire pour justement faire le point, pour voir ce qui s'est passé et vraiment comprendre pour rebondir l'année prochaine. Mais vraiment, voilà, nous en tant que parents, être là, les soutenir, être force de proposition et les aider à passer cette nouvelle étape. Parce que Sixtine, toi qui es donc coach d'orientation, Peggy parlait des timings. À la fois, j'ai l'impression qu'il est trop tard parce que Parcoursup, c'est quand même ce week-end. Et en même temps, il est trop tôt parce qu'on est en février. Et qu'est-ce qu'on fait d'enfants qui sont en décrochage jusqu'en septembre l'année prochaine, une année où rien ne semble possible? Alors, tu vois, c'est intéressant la question que tu poses. J'ai eu 4 appels hier pour Parcoursup. Donc, je démarre aujourd'hui. 4 coachings enfin, il y en a 2, c'est de la réorientation, et 2, l'un c'est de l'orientation, mais bon, la maman pensait que bon, c'était finalement elle n'allait pas le faire, et puis là maintenant, donc c'est un petit peu juste effectivement pour Parcoursup. Mais en même temps, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Donc, c'est dans 15 jours, hein, c'est pas complètement ce week-end tout de suite. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il y a des salons de l'orientation online qui sont proposés. Il y en a un ce week-end, c'est le salon Totis dans lequel je vais intervenir, des coachs d'orientation vont intervenir. Dimanche, on organise plein d'ateliers pour aider vos jeunes à y voir un petit peu plus clair. Donc, surtout, allez-y. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je voulais préciser. Mais, donc, encore une fois, soit le jeune décide de quand même finir son année, comme ce qu'avait dit Peggy tout à l'heure. Il va décider de finir son année et de s'accrocher. Le petit truc que je voulais juste rajouter, c'est que moi, je vois pas mal de jeunes qui se sentent désespérés parce qu'ils ont eu des mauvaises notes et qui n'étaient pas habitués avant à avoir des mauvaises notes. Et donc, ils ne savent pas réagir à la mauvaise note ou à l'escalade de mauvaises notes. Mais j'ai envie de dire que février, c'est pas encore complètement fini. Comme tu disais, Alix, février, il peut y avoir encore, alors, soit il va falloir les occuper jusqu'à la fin de l'année, soit il est encore possible de récupérer des notes qui ont dégringolé. Et j'ai vraiment fait face depuis quelques années à des jeunes qui ne savent pas gérer une déception, qui ne savent pas gérer une mauvaise note et qui sont pas vraiment armés pour ça. Soit parce que ils étaient plutôt bons et ça se passait bien, alors bon, voilà, j'ai eu plusieurs jeunes, c'était, je fichais rien, mais bon, je faisais le minimum pour passer et ça passait très bien. Mais c'est vrai que quand on arrive en études supérieures, c'est un autre rythme et c'est autre chose. Et puis en plus, souvent, ces jeunes, ils se retrouvent à faire autre chose que juste les études. Alors qu'avant, quand ils habitaient chez nous, nous, on s'occupait de la cuisine, on s'occupait du ménage, on s'occupait et là, ils ont tout à gérer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Donc, se dire que l'année n'est pas finie, donc il y a possibilité. Par contre, il faut peut-être qu'ils se prennent vraiment en main maintenant, il faut peut-être qu'ils contactent leurs profs, il faut peut-être que… Et les profs, cette année, moi je suis sur beaucoup de plateformes et je suis les profs, ils lancent des appels au secours, ils disent on n'a jamais vu un tel décrochage, nos jeunes sont en souffrance, donc ils font des appels vraiment au gouvernement en disant faut faire quelque chose, quoi. On sait c'est pas facile et on n'aimerait pas être à votre place, mais faites quelque chose. Donc, vraiment, si le jeune a envie de s'accrocher et se dit c'est pas perdu, je continue et je termine et puis je vois ce que ça donne, c'est tout à fait possible. Par contre, il va peut-être falloir qu'il contacte ses professeurs et le problème, c'est que quand on demande conseil, en règle générale, les profs, ils vont aimer que le jeune suive leurs conseils. Donc, il va falloir être prêt à suivre les conseils que le prof va donner. Donc, ça, c'est une première chose. Pour un plan B, je dirais que c'est pas forcément un changement complet d'études. Et ça, Peggy vous l'a un petit peu dit déjà tout à l'heure. Ça peut être changer d'environnement. Donc, il faut vraiment se rendre compte que cette année est particulière. Le jeune avec qui je travaillais ce matin, avant ce live, il me disait, en fait, quand j'étais en cours, ça allait, j'arrivais à suivre, parce que je lui disais, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé.
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Et il me disait, tant que j'étais en cours, ça allait, j'avais un rythme, j'étais motivée et tout. Et puis après, je me suis confinée, et je me suis confinée avec des potes. Et puis, c'est parti un peu en quenouille à ce moment-là, parce que il y a eu, voilà, on n'a pas suivi, puis on a fait un petit peu la fête, et puis c'est quelque chose, encore une fois, d'inédit. On n'a jamais vécu ça. Donc, comment le gérer, c'est pas toujours simple. Donc, il faut peut-être faire un point sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour pouvoir, en tout cas, on prend un bon snapshot de la situation. Et puis, c'est l'essentiel, c'est vraiment l'idéal pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Je vais juste donner l'exemple de Camille avec qui j'ai travaillé, qui, elle, qui est aux États-Unis, en design, elle fait du costume design. Elle est française, vivant aux États-Unis, et j'ai commencé à travailler avec elle l'été dernier. Mais j'ai travaillé tout le premier semestre, elle a été hyper courageuse. Courageuse parce que vraiment, elle était en pleurs à chaque séance. Elle me disait, j'y arrive pas, je comprends pas, c'est pas mon environnement, etc. Donc, on a envisagé de rester en France pour la rentrée de septembre. Et puis, en janvier, il était question qu'elle retourne à l'université après les vacances. Elle a lâché. Elle m'a dit, non, en fait, finalement, j'y arrive plus. Je vais me concentrer sur mes dossiers. Et elle a envoyé ses dossiers. Elle a envoyé un dossier d'une école vraiment qu'elle avait envie d'avoir. Et ces écoles un petit peu qui sont hors Parcoursup, dont parlait Pégu, sont des écoles importantes et intéressantes parce que vous envoyez votre dossier et 15 jours après, vous savez si vous êtes pris. En 15 jours, tout se fait. Donc, c'est sympa d'avoir la réponse assez vite. Et elle s'attendait à faire 3 mois de dossier parce que, voilà, sauf qu'elle a été prise dans son école choix numéro 1. Donc maintenant, il va falloir l'occuper. Et ça va être autre chose. Mais Peggy, je te laisse juste de compléter. Oui, donc, non, tout ce que tu dis, c'est vrai que pour ceux qui se réorientent et qui arrêtent finalement le cursus qu'ils étaient en train de faire, c'est important, voilà, qu'ils se posent la question que nous, en tant que parents, on se dise, bon, ok, on est d'accord avec toi, on comprend, mais qu'est-ce que tu vas faire pour pendant tout ce temps? Qu'est-ce que tu vas faire pour t'occuper? Qu'en fait, vraiment que le jeune soit acteur de cette orientation en se disant, bon, ok, pour s'occuper, je vais en profiter pour apprendre une autre langue, pour renforcer une matière un petit peu difficile, pour passer mon permis pour certains, pour ceux qui n'ont pas fait leur permis. Donc en fait, et aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire, il y a des cours en ligne. Donc ce temps, on va dire, pour ceux qui arrêtent et qui se réorientent complètement, n'est pas perdu. Mais vraiment, laisser à nos enfants la responsabilité de trouver et de s'engager dans quelque chose qui soit un gain de compétences, quelque sorte, si je peux dire comme ça, pour l'année prochaine. Et quand on retourne à la... Parce que, oui, si jamais, donc il y a ceux qui décrochent et qu'on va aider, là, on sent que c'est vraiment une période compliquée dans laquelle on va avoir vraiment à faire de l'éducation au tout près, là, enfin au plus près, parce que c'est des moments où ils sont fragiles. Il y a ceux aussi qui continuent à aller à l'école, etc., mais dont on trouve que l'environnement est vraiment trop lourd pour eux. Moi, je sais que j'ai fait ça pour un de mes enfants, 100% de distance dans un contexte de confinement. Je lui ai demandé de revenir à la maison. Il y en a d'autres, j'ai hésité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette étape qui peut être un petit peu violente, quelque part, c'est un peu une régression aussi, mais on te reprend pour te protéger. Alors moi, je pense que c'est vraiment à voir au cas par cas, en fonction de la situation dans laquelle est votre enfant, ce qu'il a envie aussi, lui, parce que c'est vrai, et après, est-ce que c'est vraiment aussi possible? Parce que dans certains pays, aujourd'hui, on sait que les frontières sont fermées, que les enfants ne peuvent pas revenir ou que nous ne pouvions pas y aller. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais vraiment, comme tu dis, toi, pour un de tes fils, ça lui a fait du bien, etc. Pour d'autres, ça va être une régression et ça va peut-être affecter leur confiance en soi. Donc, je pense que nous, en tant que parents, il faut aussi leur faire confiance, déterminer ensemble, passer un contrat. Ok, tu restes, par exemple, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'année prochaine? Tu vas t'occuper de tes dossiers, tu vas apprendre autre chose, tu vas faire une formation. Donc vraiment, c'est trouver un équilibre entre, bon, alors là, il fait trop la fête et il faut vraiment que je le coupe de cet environnement, sinon ça va être la catastrophe, il ne fait rien. Et pour certains, où ce serait vraiment une preuve
manque de confiance en eux des parents, de vraiment les rapatrier. Donc, c'est vraiment à discuter, je dirais, avec chaque enfant et à établir un contrat entre parents et enfants. OK, tu viens et on va faire ça. Tu restes, mais c'est pour faire ça, ça, ça. Donc, vraiment, parce que c'est vrai que toute cette période de confinement, de pandémie, a mis à mal la confiance en soi de beaucoup de nos jeunes. Et c'est vrai que c'est important à nous aussi, en tant que parents, de veiller à ça. D'ailleurs, je crois que tu as eu une question, Alix, de la part d'une maman à ce sujet, enfin, sauf si tu voulais ajouter quelque chose. Oui, je pense qu'elle tombe très bien là. C'est Hong Tam qui nous parle de son fils cadet. Elle nous parlait aussi de son fils aîné, mais c'était plus sur la confiance en soi, et ça, je pense que vous y avez très bien répondu. Mais pour son autre fils, Elsa, et c'est une question pour beaucoup de parents, j'imagine, qu'elle le trouvait très seul, que sa vie sociale se désagrégeait, et qu'elle se demandait comment l'aider à garder des contacts dans un moment où c'est vraiment difficile de voir ses amis. J'ai vraiment l'impression de vous demander des coups de baguette magique, mesdames, mais vous y arrivez. Non, enfin, alors, en termes alors, encore une fois, assurez-vous que ce que vous ressentez, vous, c'est bien ce que ressent votre jeune. Parce que, finalement, nous, on se dirait, dans cette situation, ça serait hyper difficile. Et peut-être que eux, finalement, ils le vivent pas si mal que ça. J'ai vu pas mal de jeunes qui s'adaptaient à la situation et qui trouvaient des moyens de sortir, en se disant ça va arriver, voilà, le vaccin arrive, ok, dans certains pays ça va plus vite que d'autres, mais et ils arrivent assez facilement. Je crois que on a eu une bonne expérience de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu 3 mois de confinement, très strict. Et puis après, il y a eu l'été où, surtout en France, où beaucoup de jeunes sont sortis, etc. Donc, la vie normale entre guillemets a repris. Donc, il y a quand même beaucoup de jeunes qui pensent, enfin, pour qui ça serait finalement si c'est pas si compliqué que ça. Et puis il y en a d'autres qui le vivent très mal. Et alors ça, je dirais pour ceux qui le vivent très mal, essayez de voir, et comme le disait Peggy, essayez de voir comment est-ce que nous on peut les aider, comment est-ce qu'on peut être un soutien, est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un d'autre qui intervienne pendant cette période pas facile, est-ce qu'ils ont la possibilité de voir quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils peuvent en parler, est-ce que voilà, essayez de faire le point avec eux déjà, je dirais c'est une première étape pour voir où eux ils en sont et non pas où nous on le pense qu'ils en sont. Oui, tout à fait, où ils en sont et quels sont leurs besoins. Parce qu'il y a des enfants qui passent toute leur journée dans leur chambre et on se dit non mais c'est une grande catastrophe, il est privé de relations sociales, mais en fait il est en contact toute la journée avec ses potes via des jeux vidéo, ils discutent, etc. et ne ressentent pas le besoin effectivement de plus de relations sociales puisqu'ils en ont quand même un petit peu différemment, mais via les réseaux. Donc vraiment quels sont leurs besoins? Et ensuite, peut-être leur proposer d'avoir du lien social, mais différemment, via des activités sportives en dehors. Voilà, alors les engager à rejoindre une équipe, parce qu'il y a quand même en fonction des pays dans lesquels ils sont, il y a quand même des choses possibles, on peut quand même faire du sport. Donc voilà, et peut-être leur proposer aussi à faire des choses avec nous, pourquoi pas, en leur montrant que c'est vrai que c'est aussi un moment privilégié. Donc, les papas se remettre au sport, courir avec leur fils, ça peut être aussi quelque chose de sympa. Mais voilà, mais vraiment être à l'écoute de leurs besoins et essayer de nous, parents, être un peu créatifs sur les solutions et que voilà, inviter des amis, on a quand même le droit de faire encore certaines choses ou leur faire rencontrer d'autres enfants. Ah, je t'entends plus, on t'entend plus, Alix. Non, je vous écoutais encore. En fait, c'est ce que le temps file. Et du coup, on va être obligé d'avancer un peu, d'autant plus qu'on a une autre question que je voudrais vous poser à la fin. Du coup, j'ai bien entendu cette idée qui me paraît difficile à mettre en œuvre, mais certainement une très bonne idée de vérifier que l'inquiétude ou que le besoin est bien celui du jeune et pas le mien. Voilà, c'est vite dit. Avant de conclure, j'aurais quand même une dernière question, parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés. Ce que j'entends aussi beaucoup chez les jeunes, c'est mais aidez-moi à être positif aussi. Donc j'ai introduit en disant comment je me prépare pour être positive.
Et vous m'avez dit gentiment, non, mais faut pas se précipiter pour être positif. Il faut d'abord écouter, d'abord leur faire prendre conscience des choses, etc. Néanmoins, il faut quand même sortir un peu de la sinistrose, etc. Non? Oui, complètement. Hein. C'est vrai que toute la journée, nos jeunes sont bombardés par des informations négatives, la crise sanitaire, la crise économique, il n'y a pas de boulot, etc. Donc c'est vrai que c'est une pression énorme. Donc je pense que nous, en tant que parents, ce qu'on peut faire, c'est les aider enfin nous, avoir une vision positive du futur. Parce que c'est vrai, cette période de confinement a été aussi positive pour plein des aspects. Oui, grâce au télétravail, par exemple, nous, parents, on était plus à l'écoute, plus disponibles. C'est vrai, essayer de leur voir un petit peu des côtés positifs. Eux, quelles compétences ils ont pu développer. Regarde, grâce à ça, tu as pu mettre en place ça, tu as réussi à organiser certaines choses. Donc, leur montrer un petit peu tout ce que eux aussi ont pu développer. Parce que c'est vrai que le cerveau a tendance quand même, on est orienté pour voir plus le négatif. Donc, à nous, parents, essayer de mettre le focus, non pas sur le négatif, mais sur le positif. Mettre en place aussi leur dire, ah bah tiens, quand le Covid sera terminé, quel voyage familial on pourrait faire. Donc, essayer aussi de leur donner des perspectives un peu plus positives à faire après Covid pour les aider justement à passer ce moment difficile et à rester motivés malgré tout cette période compliquée. Hein. Ouais, ça, c'est pas que dans notre relation avec eux, c'est se l'appliquer à nous-mêmes voilà, en permanence. C'est difficile à chaque fois ce que vous nous dites. Ah oui, comme tu dis, il n'y a pas de baguette magique, mais tous les progrès se font par les petits pas, tu sais, voilà. Toutes des petites choses, pensez à faire des petites choses. Oui, et alors, je rebondis sur ce que dit Peggy, parce qu'effectivement, voilà, il y a nous aussi, hein, comme tu disais, Alix, nous aussi, on a développé pas mal de compétences, donc se reposer un petit peu sur toutes les compétences qu'on a pu développer, et puis peut-être aussi se dire, profiter du moment présent et se poser un petit peu pour, voilà, c'est un moment qui est un petit peu entre parenthèses. On le sait tous, on fait tous partie, on est tous dans le même bain. Moi, j'ai trouvé ça fascinant quand même l'année dernière de me dire que j'étais au même rythme que la France, que la Chine, que l'Afrique, que partout. J'ai toujours l'impression d'être en décalage et de rater plein de choses qui se passent ailleurs. Et là, je me suis rendu compte qu'on était tous au même rythme et qu'on faisait tous la même chose et finalement, il y a pas mal de choses qui, donc, se poser sur soi et sur ce que ça nous a appris. Et je voudrais juste te dire, on dit beaucoup, en fait, finalement, je ne peux pas avoir tellement changé mon discours avec les jeunes, parce que depuis plusieurs années, on sait que les métiers de dans 10 ans, donc si je parle de l'orientation, on sait que 75% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore. Donc, je disais déjà l'année dernière, l'année d'avant et il y a 3 ans, aux jeunes avec qui je travaille, un petit peu difficile de vous préparer à des métiers qui n'existent pas. Donc, on va se concentrer sur vous. On va se concentrer sur ce qui est important, ce que vous aimez faire, en quoi, voilà. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur le moment présent, concentrez-vous sur ce qui vous rend unique. Et de là, c'est presque les racines et le fondement. Et c'est peut-être ça qui va nous faire tenir et qui va nous aider à être positifs et à être actifs et rester actifs. Merci beaucoup, Sixtine. On pourrait parler pendant des heures. Je pense qu'on a fait qu'effleurer le sujet et que vous avez encore des tas de choses à nous dire, hein, j'en suis convaincue, et que nos auditrices ou nos auditeurs ont encore plein de questions à poser. Du coup, ce que j'aurais plutôt envie de vous proposer, c'est comment rester en contact. Alors, déjà, pour aller un peu plus loin, vous avez l'article dans le fil de la discussion, l'article de Sixtine et Peggy que vous pourrez relire, qui vous donnera d'autres informations. Et puis surtout, si jamais vous voulez discuter avec l'une ou avec l'autre pour poser vos questions, voir si jamais un accompagnement pour un de vos enfants serait utile ou toute autre question, vous allez sur le site de Femmes Expat, dans la rubrique Rendez-vous des expats, dans la rubrique Expat Coaching. La dernière ligne, c'est la séance découverte et vous prenez rendez-vous en spécifiant que vous voulez voir Peggy ou Sixtine ou une autre coach, mais là, je ne crois pas que ce soit le cas. Voilà, avec tout ça, nous, on a été ravis de passer ce moment-là avec vous. Peggy et Sixtine, un immense merci pour ces conseils rares et précieux de coach, d'expat, de maman. Ça fait beaucoup de casquettes que vous mettez à notre service aujourd'hui, donc merci. Ce chat sera disponible pendant encore quelques semaines
sur le site de Femmes Expats. Donc, si jamais vous avez l'intuition que ce serait utile pour une de vos amies, n'hésitez surtout pas à leur faire passer le lien. Voilà, on traverse tous une période inconnue et dans laquelle on a besoin du plus d'aide possible. Donc, si ça peut être utile à d'autres, n'hésitez pas. Voilà, un grand merci encore. C'était bon de passer ce moment-là avec vous. Et puis, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde ou des questions à nous poser. On est toujours avec l'équipe tous les coachs de la Coach Academy à votre disposition. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.